Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Les vraies voies de l'emploi, ça débat beaucoup hors antenne, Philippe. Ah oui, ça n'arrête pas. On débat, parce qu'on pose des questions. On a là 2 CV hyper intéressants, 2 jeunes femmes qui méritent d'être rencontrées, qui méritent de rencontrer des employeurs. On a d'un côté Chara qui est là pour data analyst, qui parle plusieurs langues, qui est bardée de diplômes, qui est hyper motivée, qui a envie de travailler, dans une équipe. Et puis d'un autre côté, nous avons Luna qui est aussi avec nous, qui veut travailler dans le marketing. C'est pareil. Quand on a 20 en mathématiques, il faut l'engager, parce que c'est pas comme ça tout le temps quand même. Moi, regardez, j'ai eu 0,5 en 10 ans. Et en trichant en plus. Et en trichant, pour vous dire, comme je suis maladroite, j'embrasse mon prof. Je le déteste. Il devait pas être très bon. Je le déteste. Il me le rendait bien. Voilà, donc on a 2 CV. On plaisante, mais c'est important aussi, de plaisanter. Elles ont beaucoup d'humour. Elles sont là avec nous, et on va revenir sur un cabinet qu'on aime beaucoup, qui est un grand cabinet de RH. Ça s'appelle Hays France. On a reçu beaucoup de gens de chez Hays France, mais là c'est Marion Gabot qui est avec nous, responsable développement RH. Marion Gabot, merci beaucoup d'être avec nous pour replacer un petit peu, pour ceux qui ne nous auraient pas écoutés depuis quelques semaines, et on a les noms, attention. Racontez-nous, redites-nous un petit peu le périmètre de cette belle entreprise, de ce beau cabinet. D'accord. Hays fait partie d'un grand groupe international, et donc on est présent dans une 30aine de pays. Aujourd'hui, on est un cabinet de recrutement spécialisé, donc c'est-à-dire que on a un certain nombre de divisions, une vingtaine d'expertises en fait, et chaque consultant qui intègre le cabinet va se spécialiser sur une niche de métier, devenir un expert. Ça peut être un expert dans les métiers du marketing, un expert dans les métiers de la tech, etc. Et donc voilà, aujourd'hui, on est un peu plus de 1000 salariés en France, et voilà, à intervenir sur l'ensemble de ces spécialités. Et comment est-ce que vous allez chercher des profils? Est-ce que les profils viennent à vous? Est-ce qu'aujourd'hui on envoie encore, et c'est un sujet qu'on évoque beaucoup avec Jérôme Laverny, est-ce qu'on envoie encore des lettres de motivation, des CV? Comment aujourd'hui on se connecte avec les entreprises pour que ce soit plus simple en fait? Il y a plein de façons de rechercher en fait aujourd'hui un poste, et d'être présent et visible sur le marché de l'emploi. Donc effectivement, en fonction des secteurs, soit on va chercher les candidats, ce sont les candidats qui viennent à nous. Donc les marchés sont très différents selon les secteurs d'activité. Alors vous êtes cabinet de recrutement. Est-ce que par exemple vous recrutez des recruteurs en tant que cabinet de recrutement, mais par exemple vous dites tiens, là j'ai vu le profil de Luna, il est bien, là le profil de Chara, il est bien, pour tel de mes clients, pour tel poste, elles peuvent m'intéresser, ou elle peut, comme c'est 2 postes différents, m'intéresser? Alors moi je suis pas spécifiquement dans ces métiers-là puisque je fais partie du développement du département RH, mais oui, effectivement, notre job en tant que consultant, effectivement, quand on fait partie du cabinet, c'est d'être capable d'identifier, de pouvoir dire que tel profil, effectivement, va pouvoir correspondre à telle entreprise, et de trouver la bonne personne pour le bon job, et inversement. Donc oui, effectivement, on est là pour créer des connexions entre les candidats et les entreprises, et chaque consultant expert de son secteur va avoir à la fois une niche de clients, et puis une niche banque de CV. Voilà, exactement. Et puis un panel de candidats susceptibles de pouvoir répondre aux attentes des clients. Chez vous, quel est le secteur aujourd'hui le plus dynamique, c'est-à-dire qui recrute le plus? En tout cas, je pense que Walid serait mieux placé que moi pour répondre à cette question, mais je dirais qu'effectivement, le secteur de la tech est un secteur très dynamique aujourd'hui. Après, on a beaucoup de secteurs dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui font vivre aussi le cabinet, qui sont les métiers de la finance, qui sont les métiers, voilà. Alors ça peut être, en fait, il y a un panel de métiers en fait très très large. Mais on va dire que je pense que la tech, c'est aujourd'hui un métier, c'est un secteur sur lequel on recrute, qui est porteur. La particularité de l'époque actuelle, c'est qu'il n'y a plus un secteur qui ne soit pas ce que l'on appelle en tension. Qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont concernés à des strates très différentes de besoins pléthoriques en termes de recrutement, et d'ailleurs celui du recrutement en tant que consultant. Et pour le thème qui nous approche aujourd'hui, où vous en êtes du point de vue de la mixité? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une majorité d'hommes, de femmes? Est-ce que cela évolue? Comment vous l'accompagnez? Et quels sont les blocages que vous sentez dans cette évolution et ce rattrapage peut-être de certaines inégalités entre hommes et femmes? Alors en interne, les femmes sont plutôt bien représentées, puisque chez Hays on a 64% de femmes, donc tout métier confondu. C'est effectivement. quasi la majorité des 2 tiers. On peut faire une réforme constitutionnelle.
Et on a parmi nos managers 67% de femmes. Donc effectivement, les femmes sont plutôt bien représentées, y compris dans les fonctions managériales. On a, et là je parle des métiers, à la fois des métiers de consultant et puis aussi des fonctions support. Donc après, comment on accompagne la mixité, et en fait il y a plein de moyens et de façons d'accompagner la mixité. Je pense que chez Hays, on a une population qui est, la moyenne d'âge est de 33 ans, et avec une population majoritairement féminine, c'est vrai que la question de la parentalité est très présente, puisque du coup, voilà, on sait que l'âge du premier enfant, l'âge moyen du premier enfant en France est aux alentours de 31 ans. Donc on a clairement une population de femmes et de futurs parents très concernés par la question, le sujet. Donc on accompagne beaucoup la parentalité, par exemple, et on essaye de faire en sorte que nos consultantes qui vont devenir mamans restent en poste, reviennent en poste et restent et continuent à évoluer, progresser en interne. Et sur l'égalité salariale, par exemple, qui est un gros sujet aussi en ce moment, enfin depuis des années, mais on sent que là c'est très prégnant. Alors en interne, les femmes consultantes gagnent mieux leur vie que les hommes chez Hays. Donc en fait, je démissionne. C'est vrai qu'on a mené des études et puis chaque année les résultats sont confirmés. La rémunération dépend de la performance en fait chez Hays, essentiellement sur la population notamment des consultants. Donc en fait, on peut dire que les femmes sont performantes et gagnent effectivement bien leur vie. Petite chose très importante, et pour raccrocher à notre actualité, il n'a pas été besoin de mettre en place un index au sein de l'entreprise Hays pour que tout d'un coup il y ait une égalité, voire une supériorité féminine. Donc on peut rêver que demain, l'index qui plane dans l'air du temps à l'adresse des seniors remonte à celui plus légendaire de l'Inquisition pour être enfermé dans des coffres, parce que ça n'est pas une solution, et l'égalité homme-femme au sein de Hays le prouve. Une question, on parle des inégalités salariales homme-femme. Vous êtes recruteur, gros cabinet. C'est la même chose pour les cadres et les non-cadres. Comment est-ce que les inégalités sont plus fortes dans certains métiers que dans d'autres, selon le taux de qualification, par exemple? Oui, et puis on sait aussi que ça dépend de la représentation. Enfin, il y a des métiers qui sont effectivement très féminins, il y a des métiers dans lesquels il y a des inégalités, d'autres dans lesquels il y en a moins. Alors c'est vrai que moi je peux parler effectivement de ce qu'on a en interne, parce que là on se rend bien compte que voilà, la rémunération étant dépendante, on est sur des profils de commerciaux, donc elle est dépendante effectivement des résultats. Donc là, la question de la formation de départ ou du sexe, qu'on est un homme ou une femme, n'intervient pas dans la question des salaires. Après, oui, les inégalités existent. Dans certains secteurs d'activité plus que dans d'autres, dans certaines fonctions aussi. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'a dit Marion Gado, c'est que l'âge de la maternité du premier enfant, c'est 31 ans au sein de votre cabinet. Et là, il se passe peut-être quelque chose, car cet âge recule précisément à un seuil de la vie, entre 30 et 40 ans, qui correspond précisément à cette période où les carrières sont boostées de façon assez vertigineuse vers des fonctions supérieures. Et là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut identifier, parce que c'est peut-être une piste pour rétablir. Alors, il ne s'agit pas de contraindre la maternité en dessous de 30 ans, ça serait rigolo. Non. Mais enfin, peut-être de l'accompagner, parce que c'est à cet endroit-là que peut-être se longe encore une injustice, et peut-être qu'on percevra dans la 4e partie de notre émission, avec des fonctions supérieures et dirigeantes, où là, tout d'un coup, l'addition est donnée de cette opportunité qui, parfois, a bloqué cette formidable... qui a bloqué l'évolution de carrière. Voilà, on va parler des comités de direction, des comités d'entreprise qui ont tendance à se féminiser. C'est une bonne nouvelle. Thierry Fournier sera avec nous. Mais peut-être pas avec 0,5 en maths en trichant. Hein. Bon, écoutez, ça va. J'ai triché, j'ai pas rien. Voilà, regardez, j'ai fini animatrice de radio, pour vous dire. Thierry Fournier est avec nous, directrice associée du cabinet EIM. En tout cas, je suis bien fière. Voilà. Et monsieur Giraudin, paf. Allez, restez avec nous. Je se souviens de son nom. C'est les vraies voix de l'emploi. En tout cas, on est ravis d'être avec Jérôme Laverny, qui chaque fois nous présente de belles personnes et de beaux profils, et en tout cas et de belles perspectives pour l'emploi. Et on va en parler justement, parler des comités de direction. Est-ce que les femmes, on dit toujours qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les comités de direction du CAC 40? Eh bien, tout doucement, visiblement, ça a l'air d'arriver. Thierry Fournier est avec nous, directeur associé du cabinet EIM. Merci d'être avec nous. Comment Bonsoir. Ça va, Thierry merci Fournier. de votre invitation. Justement, est-ce que le métier de capitaine d'entreprise peut enfin s'écrire au féminin, Thierry Fournier? Alors, capitaine d'entreprise, si on entend comme PDG ou directeur général, ça reste encore bien minceau, quoi. D'accord. On a tous ces exemples en tête de Catherine MacGregor, Estelle Brachlianoff,
Christelle Edeman ou Sabrina Soussan. Oui, absolument. Qui sont des femmes remarquables. Mais attention, bien dans le micro. Pardon. Qui sont des femmes remarquables. Ensuite, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le CODIR, c'est-à-dire l'équipe de direction. Là, on est, si les chiffres sont corrects, dans les régions de 20%, 19% d'après ce que j'ai pu lire, des effectifs de l'équipe très restreinte qui dirige. Est-ce que c'est ce qui est intéressant, c'est de regarder sur 10 ans. Est-ce que c'est une progression lente ou alors ça s'est accéléré depuis 5 ans? Non, ça s'est pas vraiment accéléré depuis 5 ans. C'est une progression lente. Aujourd'hui, ce qui est absolument, je dirais pas banal, mais enfin classique, c'est que la DRH soit une femme. Ça, c'est je pense qu'on est tous d'accord. Nous, ce qu'on observe beaucoup, et en tout cas dans notre management de transition, c'est que par exemple, dans les dans les missions confiées à des femmes, j'en ai un tiers confié à des financières. D'accord. Et voilà une piste qui est très facile à envisager pour féminiser, disons sans se compliquer trop la vie. Pardon pour le terme, le CODIR. C'est beaucoup plus délicat d'y mettre le directeur de la supply chain ou un directeur industriel quand vous êtes dans l'industrie lourde. Oui. Parce qu'en dépit de nos bons efforts, il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent le faire, le job. Directeur financier, beaucoup plus. D'accord. Oui, il y a la gestion, les RH, il y a d'autres secteurs dans lesquels les femmes, le marketing, par exemple, directrice des ventes. Oui, mais... parce qu'il y a des métiers très féminins, par exemple. Mais la com, elle n'est pas au CODIR. Non. En général, non. C'est pour ça. Ça dépend. Alors, si on met le middle management, là, les taux sont supérieurs. On est plutôt à 28%. Alors, quand je dis middle management, c'est les N-1 du CODIR. D'accord. Par exemple, sous le directeur financier, ce sera le directeur de la trésorerie, du contrôle de gestion, etc., le directeur de la compta. Ça, on est un peu plus, on est à 28%. De lors que la loi Rixin qui dit qu'en 26, on doit être à 30% en 2026, ça me paraît envisageable. Tout reste à savoir de quelle définition on parle comme instance dirigeante et cadre dirigeant, puisque c'est ça le terme. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un cadre dirigeant, je ne sais pas si elle ne parle que du CODIR ou de l'équipe en dessous. Voilà, si c'est l'équipe en dessous, on est à 2 mm d'y arriver. Si c'est l'équipe seulement d'au-dessus, il y a un peu de boulot, il va falloir un peu cravacher. D'où la piste des CFO, enfin des finances. Des finances, mais quelle est la différence finalement? Est-ce que dans l'entreprise, on sent la différence sur certains métiers entre un métier équivalent des femmes et des hommes? On a forcément tous des atouts, d'abord notre singularité en tant que personne, mais est-ce que sur des sujets, les femmes sont plus sensibles et d'autres sujets, les hommes sont plus sensibles? Alors, on en parle et qui ne changera jamais. Alors c'est absolument exact. On n'en parle jamais. Enfin, on en parle entre nous, mais c'est pas très scientifique au sens où je peux pas vous donner des chiffres sur 17 000 observations. C'est du feeling. On a quand même tous la conviction chez EIM que les femmes ont 2 grandes qualités supplémentaires. La première, c'est une capacité d'écoute qui est vraiment supérieure à celle des hommes, de même compétences, de même âge, de même secteur, de même fonction. Alors ça, c'est un peu piffé. Je ne peux pas vous le démontrer, mais je vous jure qu'on en est convaincu. Et le deuxième, c'est une capacité à travailler en équipe qui est très supérieure. Alors les hommes, il y en a plein qui sont très bons à ça. Mais les femmes en sont un tantinet meilleurs. De travailler, de désiloter, si vous voulez, les fonctions de l'entreprise pour mener, par exemple, un projet transversal où il faut synchroniser la supply chain, l'industrie, la finance. Boum. Les femmes sont un petit don supérieur. L'instinct. Mais souvent, on disait que les femmes n'osaient pas franchir le pas pour postuler à certains postes en disant c'est pour les hommes. Est-ce que, avec le temps qui passe, c'est un tabou qui a commencé à sauter? Alors, je ne sais pas vous répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les observations sont évidentes pour nous. On a des femmes et des hommes qui ont 50 ans, 55 ans. Donc, déjà, l'expérience professionnelle est déjà très profonde. Quand vous mettez une femme et un homme comme candidats sur un même dossier, elles arrivent, quand elles sont à armes égales, elles arrivent mais très très bien à passer leur cap. Elles sont pas moins chères, c'est le même prix. D'accord. Et elles ont cette espèce d'aisance. En fait, on a une situation, nous, qui est très privilégiée, puisque les femmes arrivent après avoir, entre guillemets, tourné la page des enfants et de la carrière professionnelle qu'il faut pousser à toute blinde. Elles ont passé ces âges-là. Oui, mais Thierry Fournier, est-ce qu'il n'y a pas un gap où finalement tout le monde se libère un petit peu, passer 50 ans ou 55 ans, de dire voilà, moi j'ai fait une carrière, je peux entamer une deuxième carrière, et on a l'impression que l'âge critique, finalement, c'est trentaine d'années jusqu'à 45 ans, et quand vous êtes dans un grand groupe et que des postes s'ouvrent, on a l'impression que les femmes, et c'est ce qui revient assez souvent en témoignage, se disent c'est pas pour moi, je vais me faire bananer, donc je n'y vais pas. Alors que les garçons,
qu'ils aient la compétence ou pas, ils vont y aller quand même. Et ils ont bien raison de le faire, parce que ça fonctionne. Il y a un grand biais visiblement. dans l'observation, c'est que ce que vous dites est très vrai, j'imagine, observé par les chasseurs de Vous pouvez tête. appeler mon prof de maths, s'il vous plaît. Les chasseurs de tête, parce que les chasseurs de tête s'intéressent à la population des 30-45. Nous, les managements de transition, on s'intéresse à la population qui a juste 10 ans de plus, 45-55. Et même un peu plus que 55 parfois. Oh oui, j'ai placé un manager de transition de 63 ans l'année dernière, et en Allemagne, ils en placent qui ont 68, 69 ans. Il n'y a pas de problème. En Allemagne, ils sont complètement libérés de ça. Indépendamment de la volonté, il y a aussi dans cette tranche 30-40 qu'évoquait Cécile à l'instant, ce que l'on disait tout à l'heure, cette période qui va correspondre à la maternité, et pas que à la maternité, la petite enfance est derrière, et qui fait que peut-être qu'une femme va se retrouver très paradoxalement, au moment même où elle pourrait booster sa candidature, et où les hommes le font bien volontiers, un peu tiraillé. un peu tiraillé. Disons en tout cas qu'aux antipodes de la carrière professionnelle, on évoquait tout à l'heure avec Christophe Vandal à l'AFPA, et également dans les cadres dirigeants, toute cette histoire d'image au final, et que c'est à cet endroit-là qu'il faut encore sans doute faire beaucoup de travail pour pouvoir insuffler sans doute des réflexes un petit peu différents. Là, il a été prouvé que sur certains métiers, quoique très faible, le pourcentage de candidates femmes existe, maçonnes, etc., etc. Donc c'est faisable. C'est même plus une histoire simplement d'aptitude physique. Quant à leur sensibilité féminine, on ne prendra pas des contre-exemples sur ce plateau. Mais enfin, quand même. Bon, bref. Donc, ça existe. Il y a des maçonnes. Donc, mais tout en réalité repose sur l'image qu'il convient de corriger sans doute un petit peu et qui prendra peut-être 2 ou 3 générations avant qu'on arrive. Je pense que ça ira beaucoup plus vite. Plus vite. Moi, je suis plutôt d'une nature libérale et j'estime que les quotas, c'est quelque chose qui heurte le mérite, etc. Maintenant, moi, je suis aussi partisan de dire que le pragmatisme, c'est la théorie selon laquelle il n'y a de vrai que ce qui marche. Eh ben, ça marche. La loi Copé-Zimmermann, elle a marché. Alors, ça tiraille, ça râle, ça gueule, mais au final, ça marche. Bravo. Et finalement, le retour d'expérience est plutôt positif. On regarde les chiffres, ça marche. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je voulais remercier sincèrement Luna et Chara, nos 2 demandeuses d'emploi, ou en tout cas en alternance pour l'une et un emploi pour l'autre, parce que l'exercice est très compliqué. Et en tout cas, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice, d'avoir présenté vos CV. Je suis sûre que derrière, en tout cas dans le cabinet ACE ou ailleurs, on a déjà des propositions pour vous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci, à vous tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup qu'on n'a pas remercié. D'abord, merci Marion Gabot, responsable du développement RH chez ACE France. Merci Thierry Fournier, directeur associé du cabinet EIM, d'avoir été avec nous. Et on remercie aussi, qu'on n'a pas remercié tout à l'heure, Christophe Vandel, directeur régional Hauts-de-France de l'AFPA. Et je vous engage à aller voir sur leur site internet la 3e édition des Trophées des métiers pour elle 2023. Et vous allez voir que finalement, les métiers manuels changent de camp peut-être. Peut-être que c'est un monde féminin qui s'ouvre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jérôme Laverny, on vous aime d'amour, mais vous êtes chiant. Voilà. J'ai rien fait quand même. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve demain à 17h pour les Vraies Voix. Mais tout de suite, on va retrouver Conseil de famille Stéphane Moller avant le grand Yvan Cujous pour le Loft Music avec la jazzwoman américaine Robin McKell et Voyou. Merci aux équipes de Sud Radio. Merci à nos équipes. On vous embrasse. Salut, à demain.